Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, je ne suis pas Grégory Dubourg. Cet épisode du podcast Culture Nutrition est en effet un peu particulier puisque c'est son fondateur qui en est l'invité. Alors, parce qu'il ne pouvait pas s'auto-interviewer, on lui a piqué le micro avec l'équipe. Je suis Béatrice Knopfler, responsable des stratégies éditoriales groupe Nutrikeo Protéines XTC. Et aujourd'hui, c'est notre boss qui passe au grill. Entrepreneur dans la nutrition depuis 2009, fondateur de Nutrikeo, CEO du groupe Nutrikeo Protéines XTC, mais aussi ultra-trailer accompli, c'est son parcours entrepreneurial et humain qu'on va explorer avec vous. Grégory Dubourg, bonjour et bienvenue dans ton podcast. Bonjour Béatrice, c'est incroyable d'être de ce côté-ci du micro. Ah, sacré exercice, hein, tu vas voir. Ouais, ça va être un bon moment. J'espère bien. Alors, Grégory, on va d'abord parler podcast. Tu as interviewé plus d'une cinquantaine d'entrepreneurs et d'entrepreneuses de la nutrition ces 4 dernières années. Pourquoi tu as créé ce podcast et qu'est-ce que ça t'a appris ? Moi, je suis passionné par les podcasts en tant qu'auditeur, puisque j'en écoute de nombreux dès que possible dans ma voiture ou à d'autres occasions. Et donc, je trouve que ce format est hyper intéressant par les discussions qu'il permet d'engendrer, qui sont un peu plus dans la durée que un simple interview classique. Et donc, l'idée de lancer un podcast il y a maintenant 4 ans a émergé, et la ligne éditoriale a tout de suite été autour de 2 sujets qui, moi, m'animent, qui sont l'entrepreneuriat d'un côté et la nutrition de l'autre. Donc, je trouvais ça intéressant d'écouter des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, des créateurs, que je pouvais écouter par ailleurs, mais dans d'autres secteurs d'activité. Il n'y avait pas véritablement de micro qui était tendu aux gens qui sont dans l'écosystème de la nutrition, de la nutra, du food, qui est le nôtre, le mien. Et donc, je trouvais ça intéressant de croiser entrepreneuriat et nutrition. Ouais, alors tu l'as dit, hein, le cœur de ce podcast, c'est la nutrition et ça tombe bien parce que c'est aussi le cœur de ton métier, voire de ton engagement depuis la création de Nutrikeo en 2009. Alors, on peut dire qu'à l'époque, le sujet était un petit peu niche. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te lancer sur ce secteur ? Alors, il faut savoir que moi, je suis passionné par la nutrition depuis bien avant Nutrikeo, puisque je me suis passionné pour ce sujet quand j'étais gamin, hein, quand j'avais une 12aine d'années. J'ai toujours été intéressé à la fois par l'alimentation d'un côté et par la santé, la médecine de l'autre. Et j'ai rapidement compris, et notamment à travers mes études, que le lien, la connexion entre l'alimentation et la santé, c'était la nutrition. Donc, je me suis toujours passionné pour ce sujet. Je me suis formé à cette thématique puisque je suis ingénieur agro spécialisé en nutrition. J'ai travaillé une 10aine d'années dans le secteur de la nutrition, donc à la fois des boîtes agroalimentaires, pharmaceutiques et des laboratoires de compléments alimentaires. Et donc, j'avais aussi cette envie d'entreprendre qui était en moi. Et le jour où je suis passé à l'acte de l'entrepreneuriat, donc précisément il y a 17 ans, c'est là où je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais monter comme boîte ? Et donc, j'ai mis sur la table ce que je savais faire à cette époque-là, c'est-à-dire du marketing, de la communication et de la nutrition. Et c'est tout simplement qui est sorti du chapeau Nutrikeo. Alors, Nutrikeo se présente comme l'agence conseil des stratégies nutrition. Ça veut dire quoi et qui sont ses clients ? Alors, ce qu'on entend par stratégie nutrition, c'est en fait une approche assez globale de tous les enjeux stratégiques des entreprises dans ce secteur-là, qui sont soit des études de marché et études consommateurs, soit de l'accompagnement sur l'innovation. Ça peut également être tout l'accompagnement sur les stratégies marketing, les stratégies créatives, le positionnement, et bien évidemment tout ce qui a trait à la communication, puisque nous sommes également une agence de communication. Et on a rajouté des cordes à notre arc en se rapprochant de Protéines XTC, qui fait un métier qui est assez proche du nôtre, et donc qui avait des expertises qui étaient complémentaires, notamment sur la prévention-gestion de crise et sur le conseil scientifique. Et donc, on propose ce panel d'expertise à tous les acteurs du secteur de la nutrition. Et là aussi, on a été assez exhaustif dans notre approche, puisque les secteurs d'activité qui s'intéressent de près ou de loin à la nutrition, c'est bien évidemment le food en numéro 1, hein, tous les acteurs de l'agroalimentaire, de la restauration, de la distribution alimentaire.
mais également le secteur nutraceutique, ce qu'on appelle la Nutra, donc les laboratoires de compléments alimentaires, les fournisseurs d'ingrédients et les façonniers qui fabriquent ces produits-là, qui est le secteur dans lequel moi j'évoluais avant de créer Nutrikeo. Ensuite, on a un troisième secteur d'activité avec lequel on travaille beaucoup, qui est l'industrie pharmaceutique, et puis dans lequel on va également retrouver des laboratoires de nutrition clinique. Le quatrième secteur avec lequel nous travaillons est le secteur cosmétique. Le cinquième, c'est le secteur de l'agriculture, qui est un secteur qui est très fort également chez nos amis de Protein XTC. Et le sixième et dernier secteur, qui est tout à fait transversal à tout ce qu'on peut faire, c'est le secteur de l'investissement. Donc, nous travaillons pour les fonds d'investissement sur des études et sur de la veille, des tendances, etc., pour les aider à investir avec clairvoyance dans le secteur de la nutrition. Et oui, c'est très complet tout ça. Alors, tu as évoqué Protein XTC. Le rapprochement, ça a été une sacrée étape qui a été concrétisée en janvier 2025. Alors moi, j'imagine que c'est un vrai cap pour un entrepreneur. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as imaginé, ce rapprochement, et comment tu l'as vécu? Comme souvent dans les histoires d'entrepreneuriat, ce sont des opportunités à saisir. Et donc effectivement, lorsque je réfléchissais à la croissance de Nutrikeo, qui a mené un bout de chemin en stand-alone pendant une quinzaine d'années, qui a fait de la croissance interne, j'ai aussi réfléchi à des stratégies de croissance externe. Et à ce moment-là, il y a eu effectivement l'opportunité de racheter Protein XTC, qui était finalement notre confrère ou concurrent, on appelle ça comme on veut, historique, pionnier du marché, puisque Protéine a été créée en 1989, donc 20 ans avant nous. C'était vraiment l'agence pionnière du conseil en nutrition et en alimentation, et qui elle-même avait fait l'acquisition en croissance externe du cabinet de conseil en innovation alimentaire XTC. Et donc cette opportunité est arrivée, et donc j'ai trouvé ça très très pertinent, parce que les complémentarités entre nos deux agences étaient évidentes. On pratiquait le même métier, on était sur les mêmes segments de marché, on avait finalement les mêmes cibles de clients et pour autant quasiment aucun client en commun. Ça veut dire que on était vraiment très très complémentaires sur ce qu'on leur proposait. Et donc ça a été un long processus, hein. C'est un processus d'environ 2 ans pour aboutir à une finalisation d'une acquisition comme celle-ci, parce qu'il y a beaucoup de discussions en amont, etc. Il y a des allers-retours, il y a des périodes de pause. Puis à un moment donné, quand le processus s'accélère, là il y a toutes les phases d'audit, de due diligence, de formalisation de cette acquisition qui se mettent en place. Et puis à un moment donné, la signature le closing, comme on dit, a lieu. Et donc les deux sociétés se rapprochent, et ce rapprochement a eu lieu en toute fin de l'année 2024. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, ça représente une cinquantaine de personnes, le groupe Protein XTC Nutrikeo. Entre Bordeaux et Paris, comment on gère en tant que grand patron, j'ai envie de dire, de tout ça, un rapprochement comme ça, puis aussi les liens à créer entre les équipes? Alors c'est évidemment toute une aventure, et c'est un challenge, hein, parce que finalement on a doublé la taille de l'entreprise comme ça d'un seul coup, puisque Protéine faisait peu ou prou la même taille que Nutrikeo, et en chiffre d'affaires et en taille d'équipe. Donc c'est un vrai challenge de faire merger tous les process, les façons de faire, les cultures, même si elles étaient déjà assez proches. Et donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an que nous nous sommes rapprochés. On a mis en place énormément de choses pour pouvoir faire travailler encore plus les équipes ensemble, s'aligner aussi sur une forme d'organisation à la fois sur nos secteurs d'activité cibles et sur nos expertises métiers qui soient la même, qui soient similaires. Et puis, il y a évidemment beaucoup d'interactions entre les équipes. Alors, à la fois au niveau managérial, moi en tête de liste, puisque je fais des allers-retours entre Paris et Bordeaux pour aller voir les équipes des deux côtés, même si je suis essentiellement basé à Bordeaux. Et puis, il y a d'autres personnes qui font des transits entre les deux agences pour créer des connexions entre les différentes équipes. Et surtout, ce qu'on a mis en place au fil de l'eau au cours de l'année de rapprochement et comment dirais-je, d'intégration, comme on dit, c'est énormément de projets qui sont multi-agences. C'est-à-dire que maintenant, on sollicite à la fois sur des propositions commerciales en avant-vente, mais également et surtout sur des missions pour des clients. On sollicite au sein du groupe, donc d'un côté ou de l'autre, les meilleures expertises, les meilleures compétences et les meilleures personnes pour mener un projet. Ce qui fait que de plus en plus, il nous arrive de monter
des équipes qui soient trans-agences et donc qui vont par exemple s'appuyer sur les compétences en gestion de crise des équipes protéines et les compétences créatives de l'équipe qu'on appelle la fabrique chez Nutrikeo. Voilà, donc c'est vraiment tout ça l'intérêt, c'est de croiser et de cross-fertiliser l'ensemble de tout ce qu'on fait au sein des deux agences. Alors une fois, enfin oui, c'est hyper intéressant forcément d'expliquer tout ça mais bon, je suis assez bien placée pour savoir que tu es souvent voire tout le temps projetée vers le futur. Comment tu l'envisages ce futur pour ces deux agences, pour ce groupe qui s'est créé quand même assez récemment? Le futur, alors on en a déjà expérimenté une partie puisque on a travaillé déjà pendant 1 an et c'est vrai que c'était plutôt une année classique dans une intégration, de mise en place d'un certain nombre de choses, de prise de connaissance et de conscience de ce que font les uns et les autres. Là, je pense qu'on est arrivé à un niveau de maturité qui est supérieur et forcément dans le futur, on va encore plus développer les synergies, notamment des synergies d'offres puisqu'on a créé, on a lancé et il y en a d'autres qui sont dans les tuyaux, des offres qui sont vraiment issues de la fertilisation entre les deux agences. Donc par exemple, on a lancé fin 2025 l'offre Crise Nutra, qui est donc une vraie hybridation entre l'expertise prévention gestion de crise de protéines et l'expertise nutraceutique de Nutrikeo. Et donc il y aura d'autres expertises comme ça ou d'autres packages d'offres qui seront lancés, je pense, dans le futur et qui vont être super intéressantes pour nos clients. Donc tout ça, tout ce qu'on met en commun, ça a pour vocation de continuer à faire grandir le groupe, à la fois chaque agence indépendante, mais également l'ensemble du groupe, parce que ça va ouvrir des nouvelles opportunités, ça va nous permettre de contacter et de développer des nouveaux secteurs d'activité. Je peux citer par exemple le secteur de la cosmétique, qui est encore assez jeune dans le groupe, qu'on a lancé il y a seulement 2-3 ans chez Nutrikeo. Ça, ce sont des secteurs qui ont vocation à se développer et qui vont se développer entre autres grâce à la synergie avec l'autre agence. Ouais, et l'idée de fond, c'est aussi sur ces secteurs qui sont un peu plus confidentiels de notre côté, de les amener à prendre conscience de l'importance de la nutrition. Oui, oui, complètement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne au sein du groupe ou sur le marché, notre ligne de conduite, notre cap restera toujours le même. Et c'est toujours cette idée de servir l'univers de la nutrition, d'accompagner le développement de toutes les industries qui sont en lien avec la nutrition, parce que on a cette conviction chez Nutrikeo, mais aussi chez Protein XTC, que la nutrition, c'est un secteur d'avenir, que c'est une thématique qui est devenue et qui sera encore plus incontournable dans le futur. Elle concerne tous les secteurs d'activité que j'ai cités, mais évidemment que ça va continuer de se développer. Alors, certes, on est dans un contexte économique qui fait que les industriels auxquels on s'adresse parfois dépriorisent souvent pour des mauvaises raisons, mais dépriorisent ces sujets-là pour se recentrer sur des choses un peu plus court-termistes. Mais dès que l'horizon économique sera un peu plus clair, c'est évident que la nutrition va repasser sur le devant de la scène auprès de tous ces industriels et c'est évident que ça va accompagner notre croissance et nous on sera là pour répondre à tous ces enjeux-là. Oui, et répondre aussi sous tous les angles, parce que tu l'as dit tout à l'heure, la spécificité à la fois de Nutrikeo, mais aussi du groupe constitué, c'est la double approche scientifique et marketing. Ça, c'est ce qui constitue quand même une grosse différence, non? Oui, c'est une différence énorme. C'est tout à fait, comme tu le soulignes, dans l'ADN de Nutrikeo et de Protein XTC depuis le début. C'est-à-dire que, et ça se voit dans nos équipes, on a toujours hybridé l'approche marketing-communication et l'approche scientifique, technique, ingénierie. Et ça, c'est hyper important, tout simplement parce qu'en fait, la nutrition, c'est un sujet qui est éminemment complexe, éminemment technique, scientifique, parfois réglementaire, et que on peut pas parler de nutrition y compris dans des messages de communication très vulgarisés, très grand public. Malgré tout, derrière, il y a un fond scientifique et technique qu'il faut maîtriser, qu'il faut comprendre pour pouvoir amener les bons messages de façon rigoureuse, de façon réglementairement correcte auprès de nos cibles. Donc, cette double approche, elle est essentielle. Elle fait notre différence, elle fait notre positionnement de niche aussi, parce qu'on est assez peu à faire ce métier en France et même en Europe. Aujourd'hui, on a la prétention d'être le leader européen du conseil en stratégie nutrition, parce qu'il y a finalement assez peu d'agences aussi structurées que la nôtre pour aborder ces sujets-là, mais c'est pour une bonne raison, c'est que cette complexité d'approche et cette capacité à transformer la complexité des sciences de la nutrition en quelque chose de
simple et compréhensible par un maximum de gens, des médecins jusqu'au grand public en passant par les industriels en B2B, bah ça c'est une vraie capacité, une vraie compétence, et on a vocation à continuer de la développer et à la rendre un peu moins niche que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Tu as employé plusieurs fois un terme sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est celui d'hybridation ou d'hybride. C'est un terme que je pense que tu n'as pas choisi par hasard. Est-ce qu'il correspond à quelque chose d'encore plus grand ou de plus haut pour toi dans ta conception globale des choses? Oui, très clairement. Alors, c'est évidemment, c'est mon tropisme d'ingénieur agro, hein, puisque l'hybridation, c'est un terme qui vient de l'agronomie et des sciences de la vie, des sciences du vivant, qui me passionne plus que tout, même au-delà de la nutrition. Et donc, on parle d'hybridation quand on hybride deux espèces ensemble, par exemple, ou deux variétés végétales, et on va créer une nouvelle variété. Donc ça, les chercheurs en agronomie font ça depuis toujours, et je dirais même l'homme fait ça depuis l'homme avec un grand H fait ça depuis toujours à la surface de la planète, depuis qu'on a inventé l'agriculture, hein, de créer des nouvelles espèces à partir d'espèces existantes. Donc moi j'aime bien cette idée-là parce que l'hybridation, et c'est-à-dire mélanger ensemble des choses qui n'étaient pas forcément amenées à être mélangées, bah ça crée de la valeur, ça crée de l'innovation, ça crée quelque chose de nouveau qui est potentiellement plus fort que ce qu'il y avait avant. Donc ça correspond, comme tu le dis bien, aussi à ma vision des choses de façon globale. C'est que moi, j'ai toujours eu à cœur dans ma vie en général et dans ma vie entrepreneuriale à créer des ponts entre des univers qui se parlent pas forcément. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, chez Nutrikeo, j'ai toujours voulu développer cette approche très, très transversale, transsectorielle, pour créer des connexions entre l'industrie pharmaceutique et l'industrie alimentaire, l'industrie nutraceutique et l'agriculture. Et ça, je trouve ça passionnant parce que là encore, ça crée de l'innovation et ça crée des choses qu'on n'avait jamais vues avant et qui pour autant ont beaucoup de sens. C'est exactement ça. Alors, il y a l'hybridation, mais il y a aussi d'autres choses en dehors de la nutrition, je crois, qui t'intéressent pas mal. Entre Bordeaux et Paris, mais au-delà également, je crois que tu es un homme qui court beaucoup. Donc, c'est au sens propre comme au sens figuré, puisque si je te dis Diagonale des Fous en 2024, multiples trails et courses de l'extrême, bah là, je te raconte un peu ce que tu fais aussi par ailleurs. Donc moi, je voudrais savoir comment tu fais pour cumuler cette vie d'entrepreneur qui est déjà très, très riche et cette vie de sportif patenté, si je puis dire. Et puis, au final, quelle est la place de la nutrition dans tout ça? Alors, c'est une double question, mais Ouais, voire une triple question. ouais, une triple. Alors effectivement, il y a d'un côté il y a le sport qui est un de mes hobbies centraux et préférés. Après, il y a comment tout ça s'interface avec la vie d'entrepreneur qui est évidemment riche, multiple et très très chargée. Et puis effectivement la nutrition dans tout ça. Alors bah déjà, ce qui est intéressant, c'est que on peut le pressentir, c'est que tout ça est assez cohérent finalement, et c'est quelque part ça fait peut-être, l'interprète comme ça en le disant, il y a peut-être une forme d'économie d'échelle dans tout ça. C'est-à-dire que mon métier sert ma pratique sportive et ma pratique sportive sert mon métier, et que finalement, on retrouve de la nutrition un peu dans tout ça. Dans quel sens la pratique sportive sert l'entrepreneuriat? C'est que moi, je suis convaincu. Alors, j'expliquerai après comment j'en suis arrivé là, mais parce que ça date pas d'hier. Mais je suis convaincu que l'ultra trail et l'entrepreneuriat, c'est très très proche dans beaucoup de choses. Donc il y a énormément de valeurs qui sont communes, et c'est pas un hasard si un entrepreneur se met à faire de l'ultra trail et vice versa, un ultra trailer se met à entreprendre. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes dans la façon d'aborder la vie, dans la recherche du dépassement de soi, l'envie d'aller d'un point A à un point B, en se disant qu'entre les deux, bah, peut-être qu'il va y avoir pas mal de passages un peu compliqués avec des cols à passer, la météo qui va changer. Il y a une notion aussi de temps long qui est, je trouve, très importante dans l'ultra trail versus des courses à pied qui sont peut-être plus courtes. Mais du coup, cette idée de temps long, je la trouve fondamentale dans l'entrepreneuriat, puisque on doit être là pour s'inscrire dans le temps long, et que si on est dans le temps court, ça marche pas.
C'est Mmh. toute une question de cycle, toute une question de haut, de bas. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de parallèles à faire entre l'entrepreneuriat et l'ultra trail. Et alors moi, comment j'en suis arrivé à l'ultra trail et à cette forme de pratique de la Ah oui. course à pied? Là aussi, ça remonte pas à hier. Je me suis pas mis à faire de la course à pied parce que j'ai vu le dernier influenceur cool qui parle de running sur TikTok ou sur Instagram. Moi, là aussi, je fais de la course à pied depuis que je suis gamin. Donc probablement que tout ça est né peut-être un peu en même temps. La passion pour la nutrition et la passion pour la course à pied. Moi, j'ai commencé à courir, je sais pas, je devais avoir 13-14 ans. Et voilà, juste parce que c'était un sport facile à pratiquer à la campagne, là où j'ai grandi, et que je trouvais dans cette pratique l'intérêt de pouvoir s'évader, d'aller se balader dans la campagne, et je trouvais ça assez chouette, ça me faisait du bien. Et très rapidement, en fait, j'ai commencé à faire des petites courses, mes premières courses sur route à l'époque, puisqu'on parlait pas encore trop de trail, c'était le Paris-Versailles, le semi-marathon de Paris, ce genre de courses. Et puis progressivement, et c'est là où ça rejoint pas mal l'entrepreneuriat, quand on commence à faire des courses d'une certaine distance, on a envie de faire un peu plus, et puis peut-être le cran d'après, et puis voilà, on a cette idée un peu de croissance dans la pratique. Et donc je suis passé du 10 km au semi-marathon, au marathon. J'ai fait plus de 20 ans de semi-marathon et de marathon, qui était ma course, mon format de prédilection pendant très longtemps. Mmh. Et puis je suis tombé dans le trail quand j'ai déménagé à Bordeaux, que j'ai eu une forêt au bout de mon jardin, donc j'ai commencé à courir dans la nature. Et puis quand on commence à courir dans la nature, on se dit tiens, on va aller courir dans les montagnes. Et puis quand on court dans les montagnes, on commence par 80 km, et puis 120, et puis 160, et puis on se dit tiens, je vais aller à la Réunion parce qu'il y a une petite course là-bas sympa qui s'appelle la Diagonale des Fous. Et puis voilà, et puis on est pris dans cette espèce d'engrenage on a envie de se challenger, on a envie de découvrir autre chose, etc. Et c'est comme ça que en 30 ans de carrière sportive, entre guillemets, je suis passé progressivement du petit jogging du dimanche à l'ultra trail, plutôt sur des grands formats, puisque aujourd'hui mon format de prédilection, c'est ce qu'on appelle le 100 miles, c'est-à-dire le 160 km, qui est un peu le format roi de l'ultra trail. Oui, très Voilà. tranquillement. Et du coup, j'ai pas répondu à Tu l'autre morceau de ta question sur la Ouais, nutrition. Donc vas-y. évidemment que la nutrition, ça m'intéresse, la nutrition du sportif aussi. Et pour autant, alors ça, pour le coup, je suis vraiment un exemple de cordonnier très mal chaussé. J'ai une discipline nutritionnelle par rapport à ma pratique sportive qui est juste une catastrophe. Tous mes amis se moquent de moi par rapport à ça, même mes collègues du club d'athlétisme, parce que moi, mon hygiène alimentaire sur les ultra trails, ça va en faire rire certains, mais c'est tuc, saucisson, Coca-Cola. Donc c'est vraiment pas du tout optimal. C'est vraiment, je suis dans on va dire dans l'intuitif et dans ce qui me fait plaisir à ce moment-là. Donc j'essaye de m'améliorer là-dessus, et j'essaye aussi de découvrir des nouvelles marques de nutrition sportive, parce qu'il y en a de plus en plus qui font un super boulot, et donc j'explore cet univers-là parce que je sais que je suis pas du tout au top en termes de nutrition. Ah oui, c'est intéressant ça, parce que pour le coup, tu es ton meilleur sujet d'étude, mais tu n'es pas celui que tu traites le mieux, là, si j'ai bien Non, compris. tout à fait. Mais comme souvent, hein, c'est assez naturel. Alors par contre, l'autre sujet nutritionnel sur lequel je pense être plus pointu et beaucoup plus abouti, c'est par rapport à l'approche nutraceutique. Donc là, je pense que j'ai une préparation en amont et après les courses, par rapport à la consommation de certaines catégories de compléments alimentaires, où là, je pense que je suis beaucoup plus affûté que la moyenne. Ah, tu peux nous en parler un peu de ça, parce que ça rejoint aussi à la fois ton expertise professionnelle et donc ton expérience plus perso, ton approche justement à la fois des compléments alimentaires, mais aussi de cette industrie de la nutraceutique au global, elle est quand même assez précise et spécifique. Oui, alors moi, les compléments alimentaires, c'est effectivement un des secteurs qui me passionne beaucoup, qui est d'ailleurs le secteur professionnel dans lequel j'ai démarré ma carrière professionnelle en sortant d'école, puisque j'ai fait du marketing dans des laboratoires de compléments alimentaires tout de suite au début de ma carrière. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet univers professionnellement, mais aussi personnellement. Et ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis formé, je me suis documenté, j'ai consommé, j'ai testé plein de produits, plein de marques. Et aujourd'hui, je peux dire je me considère comme un heavy user de compléments alimentaires, un gros consommateur, puisque je dois prendre
3 ou 4 produits par jour quasiment toute l'année. Alors c'est pas les mêmes, ça tourne, mais j'ai une routine nutraceutique qui est assez bien établie. Et là aussi, j'expérimente des choses, en particulier par rapport à ma vie d'entrepreneur qui engendre de la fatigue, du stress, et puis on essaie de se maintenir en bonne santé pour pas tomber malade, etc. Et ma pratique de sportif amateur, où là aussi, sans chercher à faire forcément de la performance, j'essaye de prendre soin de mon corps en tant que sportif pour éviter d'avoir des blessures, pour avoir les bons niveaux d'énergie, pour pas avoir des crampes, etc. Donc, pour citer quelques produits, sans citer de marque et sans faire de publicité, mais je prends du magnésium, enfin un mix de magnésium, vitamine B6 quasiment toute l'année. Ça, c'est à la fois pour le stress et éviter les crampes musculaires du sport. Puis du coup, je consomme beaucoup. Je prends un super multivitamine boosté en antioxydants depuis pas mal de temps, et là aussi toute l'année. Et là-dedans, on va retrouver notamment des nutriments super comme le coenzyme Q10, qui est un peu un des nutriments qui maintient en bonne santé les mitochondries, qui est un peu la centrale énergétique de nos cellules. Bon, bah ça, pour un sportif, c'est essentiel. Et puis après, je vais venir rajouter là-dessus des oméga 3 pour le côté à la fois cérébral, mais aussi anti-inflammatoire en amont des courses, par exemple, pour éviter d'avoir des douleurs. Je peux compléter avec des compléments articulaires s'il y a des petites douleurs aux genoux qui apparaissent en période de fort entraînement. Je peux coupler ça avec des compléments alimentaires plus botaniques à base de plantes anti-stress ou favorables pour le sommeil quand il y a du stress, etc., etc. C'est très très bien huilé. Donc en gros, c'est ta morning routine ou ta beauty routine. C'est donc un alliage de compléments alimentaires que tu choisis toi-même donc par rapport à ton expertise. Et donc c'est quoi une journée de Grégory Dubourg en fait? D'un point de vue global, pas que d'un point de vue Ouais, au nutritionnel. global, ouais. Une journée, alors il y a évidemment pas de journée type puisque chaque journée de la vie d'un entrepreneur est très 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 différente. Bon, globalement, je me lève relativement tôt, sans être non plus le genre d'entrepreneur qui dort 4 heures par nuit, parce que j'ai besoin de minimum 7 heures, et si c'est 8, c'est encore mieux, de sommeil. Donc je vais me lever vers 6h45. Je vais emmener mes enfants au collège et au lycée sur les coups de 7h20, 7h25. Et du coup, ça me permet d'arriver au travail relativement tôt, entre 7h45 et 8h15, en fonction des rythmes de covoiturage justement avec les enfants. Et puis bah après s'enchaîne tout un tas de rendez-vous, de réunions, de points internes, de connexions avec l'extérieur, de phases d'email, de phases de deep work, comme on dit, c'est-à-dire on essaye de sanctuariser des moments de travail très très concentrés, parce que c'est un peu ça la grande difficulté de l'entrepreneur, je pense, et moi, et de moi en particulier, parce que je suis curieux de tout, donc j'ai potentiellement une tendance à être stimulé et attiré par des distractions. Du coup, il faut être capable de se focuser et d'être focus sur un sujet pendant une demi-heure, 1 heure, voire plus, pour vraiment avancer des sujets de réflexion de fond. Le midi, c'est soit pause sport justement, soit pause très très courte. Si j'ai pas une activité sportive le midi, je vais manger vraiment en 20 à 30 minutes pour pouvoir garder du temps pour le reste. Et puis bah après le soir, ça dépend des urgences, etc. Mais les journées finissent quand même assez tard. Et en même temps, c'est aussi ça le luxe de l'entrepreneur, je pense, c'est de quand même rentrer chez soi pour pouvoir profiter de sa famille. Et j'ai la chance d'habiter à 1/4 d'heure du bureau, bah évidemment quand je suis pas en déplacement, et de pouvoir dîner en famille avec les enfants, etc. Tous les soirs. Ça, c'est vraiment un point d'honneur depuis que j'ai créé Nutrikeo, de pouvoir être au dîner avec tout le monde, ce qui est pas toujours évident quand on a une boîte. Et puis voilà, après la soirée passe vite, quelques activités diverses et variées pour essayer de se changer un peu les idées de lecture, de vidéos, de films, de séries, pour essayer de se coucher pas trop tard et avoir une bonne nuit de récupération. Voilà.
De 7 heures, donc minimum. Minimum 7 heures. En dessous de 7 heures, et c'est prouvé scientifiquement, enfin en tout cas moi c'est mon cap, c'est l'effet d'une gueule de bois. Les études scientifiques le prouvent, le manque de sommeil ont les mêmes effets le lendemain qu'un excès d'alcool la veille. Et moi, mon cap, je sais que c'est 7 heures, c'est-à-dire que quand je dors 6 heures, je sais que je serai pas au top de ma forme le lendemain. Donc j'essaye de sanctuariser les 7 heures. Là aussi, c'est pas toujours évident. Des fois, on est en déplacement. Des fois, on a des soucis aussi qui font que on s'endort tardivement, on se réveille sur les coups de 2-3 heures et on rumine 2-3 trucs qui nous amputent une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de sommeil. Donc, mais dans le meilleur des mondes, 7 heures, c'est un minimum. Ouais. Ça m'a l'air plutôt bien organisé quand même tout ça. Je vais repartir un peu sur ta pratique de la course parce que, bon, ouais, moi je bosse chez Nutrikeo, hein, donc on a été hyper bluffés, nous l'équipe, par la Diagonale des Fous qui nous a aussi beaucoup fait rigoler quand on était au bureau et que toi t'étais en train de t'arracher dans les montagnes. Et là, moi, je sais que tu prépares un énorme nouveau défi. C'est le Marathon des Sables en avril 2026. Donc là, c'est 250 kilomètres en 6 étapes. Ça se passe au Maroc. Quels sont tes objectifs sur cette course incroyable? Oui, effectivement, ce sera le gros objectif de la saison 2026, le Marathon des Sables. Je l'avais en ligne de mire depuis pas mal d'années dans ce que j'appelle ma to-run list. Donc c'est un peu les courses mythiques que j'ai envie de courir un jour. La Diagonale des Fous, check. Et donc Marathon des Sables, c'est un format qui est un peu différent parce que contrairement aux ultra trails de 100 miles traditionnels, celui-ci c'est une course en étapes. Donc déjà c'est différent. Donc c'est des plus petites étapes, mais en même temps répétées 6 fois, enfin pendant une semaine. Donc au final, ça fait un volume de kilomètres qui est quand même assez important, 250 kilomètres. Moi, mon objectif, comme sur tous les ultra trails, hein, c'est ce que je dis toujours, c'est finir en bonne santé et prendre du plaisir pendant la course. Donc le plaisir, on le trouve dans l'immersion dans la nature, dans profiter du paysage, discuter avec plein de gens parfois même du monde entier hein, sur ces courses internationales. Donc ça, c'est vraiment du bonheur. Et finir, donc c'est évidemment ça l'enjeu, sans se blesser. Et là aussi, c'est pas toujours évident de finir un ultra trail quand on a mon rythme de vie par ailleurs, c'est-à-dire qu'en termes de volume d'entraînement, je suis pas forcément au top niveau de ce que je voudrais faire et de ce qu'il faudrait faire. Donc on fait un peu comme on peut. J'arrive pas forcément ultra bien préparé sur la ligne de départ. Mais voilà, l'idée c'est de prendre du plaisir pendant toute cette course. Là, le double challenge pour moi, c'est à la fois le terrain, puisque qui dit Maroc dit désert, dit sable, donc beaucoup de sable. Je déteste le sable. Voilà, il faut le savoir. Excellent choix. Je me rajoute un petit peu des contraintes et des complexités sur mes courses. Et la deuxième inconnue, c'est le climat. À savoir la chaleur, et je déteste la chaleur. Voilà. donc c'est un peu voilà, j'ai empilé un peu j'y vais parce que c'est mythique et que ça va être super, mais je sais que évidemment encore plus que d'habitude, je vais me mettre en dehors de ma zone de confort, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que je vais découvrir des autres façons de faire, et en même temps sur un format de course en étape que j'aime bien parce que je l'ai déjà fait dans les Pyrénées. Alors évidemment sur un profil qui n'a rien à voir, mais cette idée de faire une étape tous les jours, je trouve ça assez bien le soir de se poser. Là, en l'occurrence, ça va être dans un camp dans le désert, c'est très joli, c'est très immersif. Mais donc c'est ça qui m'intéresse, c'est le côté course en étape raide qui est un peu différent de l'ultra trail classique. Ouais, mais le tout donc sur un terrain donc le sable que tu n'aimes pas, dans un climat très chaud que tu n'aimes pas non plus. Qu'est-ce qui te pousse à aller te mettre, j'allais dire, dans des situations pareilles? Ouais, c'est vrai que c'est souvent la question qu'on me pose, hein, c'est mais pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi? T'as quelque chose à résoudre avec toi-même, ou t'as perdu un pari, ou je ne sais. En fait, je pense que c'est l'envie alors de se dépasser, c'est un peu galvaudé de dire ça, mais c'est l'envie de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est ça que j'aime dans l'ultra trail au sens très très large, et même dans la course à pied, hein, sur des plus courtes distances, c'est ce côté très introspectif. Quelque part, c'est une course de ce type-là, c'est un voyage dans l'espace, bien sûr, on va d'un point A à un point B,
mais c'est aussi un voyage à l'intérieur de soi. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et évidemment que quand on passe des heures, des dizaines d'heures dans la nature, on est pendant des dizaines d'heures face à la nature, mais surtout face à soi. Et donc, on a le temps de réfléchir sur son boulot, sur sa vie, sur tout un tas de sujets. Et je trouve ça très intéressant. Moi, je dis souvent, 10 heures d'ultra trail, c'est l'équivalent de 10 heures de psychanalyse. Enfin, c'est très très puissant la capacité d'introspection que ça peut déclencher. C'est ça que je pense que je recherche. Et puis la satisfaction quand on arrive au bout et ce truc avec lequel on repart quand on est finisher d'une course. Ça a pas de prix. C'est une source d'énergie pour affronter tout ce qui peut t'arriver dans la vie, quelle qu'elle soit, qui est inépuisable. Et moi j'aime bien. Étonnamment, on revient d'une course comme ça fatigué, quand même. Le contraire serait étonnant, mais pour autant, je reviens vraiment boosté et gonflé à bloc d'une énergie que je trouve qui est ma source d'énergie à moi, qui est ma petite centrale nucléaire à moi. Bah, t'anticipes un peu sur la question que j'avais envie de te poser parce que, en fait, moi, je me demandais sur ces phases d'introspection profonde, sur ces longues distances que tu cours, ce que t'en retiens après finalement et pendant combien de temps et ce que ça vient nourrir et comment tu le transformes. Ouais, très intéressant. À court terme, dans le mois qui suit, on revient chargé à bloc. Alors ça, c'est pour le coup, c'est physiologique. C'est le boost d'endorphine. C'est-à-dire que pendant un mois, mais véritablement, moi, je plane. C'est-à-dire que je plane physiquement et psychologiquement. Je suis sur mon petit nuage. Je suis encore un peu drogué, un peu shooté par ces hormones que j'ai sécrétées pendant la course, hein, qui aident à lutter contre la douleur, l'inconfort, le froid, enfin tout ce qu'on veut. Et donc ça subsiste et c'est très agréable cette sensation physique évidemment. J'ai jamais pris de drogue dure, mais je me dis qu'il doit y avoir des similitudes qui sont voilà de cet ordre-là. Et après, ce qu'on en retire, c'est effectivement cette fierté, ce boost d'énergie et ce qui moi me nourrit beaucoup dans ma vie d'entrepreneur, qui évidemment n'est pas un long fleuve tranquille et qui elle aussi fait de montées et de descentes, c'est se dire que tout est possible et que je, de l'avoir fait dans un ultra trail me prouve que je suis capable d'affronter des difficultés et que sur une grande période de 40-50 heures, comme c'est le cas sur la Diagonale des Fous, je vais traverser des moments très très euphoriques et des moments très très down dans le dur, et que malgré tout, les périodes de dur ne durent jamais, et que j'ai cette capacité, une super résilience à serrer les dents, à continuer d'avancer même quand c'est dur, et que après ça va repartir. Bon bah ça, cette énergie, cette résilience et cette capacité à continuer d'avancer, à repartir, elle me sert dans mon quotidien et j'y repense quand je suis dans le dur. Sur d'autres sujets personnels ou professionnels, je repense à ces moments évidemment qui restent ancrés en moi, et ça me donne une source d'énergie très très forte. C'est pas pour rien que j'ai encore au poignet là j'ai 2 bracelets de trail, celui que j'ai fait cette année Nice Côte d'Azur là qui était très difficile aussi pour d'autres raisons, et puis la Diagonale des Fous 2024. C'est quand j'ai un moment difficile, je regarde mon bracelet et je me dis bon allez, ça va le faire. Ces petits gris-gris qui viennent te rappeler Exactement. voilà, que tout reste possible. Est-ce que au cours d'une de ces courses très particulières, alors là on rentre un peu voilà, toi tu cuisines tes invités, mais là aujourd'hui c'est moi qui ai le droit de le faire. Je sais pas, est-ce que tu as eu des révélations, des trucs qui ont vraiment changé ta vie, ou c'est plutôt cette chose un peu continue dont tu parles? Des tonnes. J'en ai pas forcément la liste. Enfin, si, je dois l'avoir dans des petits carnets, parce que je prends plein de notes après les courses. J'ai élucidé, éclairci, pris du recul sur énormément de problématiques de ma boîte pendant des ultra trails. C'est fantastique, fantastique. Parce que bah déjà quand tu es en introspection pendant 1 heure sur un sujet, bah il y a un moment donné, tu l'as tellement poncé que tu finis par en sortir quelque chose. Peut-être aussi que parfois il y a des moments un peu extra lucides parce que ou à l'inverse quand tu manques de lucidité parce que tu es vraiment dans le dur, bah tu as une vision différente sur certains sujets. Ah non, mais c'est évident que
très souvent, j'ai trouvé des solutions à des problématiques de ma vie quotidienne pendant une course, Mhm. très très clairement. Alors, je vais rebondir sur deux mots là que tu as dit. C'est petit carnet. Oui. Euh, Donc, tu prends des notes, t'écris sur tout ça pour garder une trace. Comment ça se Ouais, passe? complètement. En fait, je suis adepte du journaling, comme on dit, je crois, en En développement bon français? personnel, en bon français. C'est une espèce de carnet de bord, hein, tout simplement. J'ai commencé à Ouais, faire ouais. ça quand j'ai créé Nutrikeo en 2009. D'ailleurs, au début, je l'avais appelé, je crois, carnet de bord d'un entrepreneur. Et dedans, je notais tout un tas de choses qui me passaient par la tête, qui étaient à la fois, enfin, c'est vraiment un mélange de réflexion personnelle, de développement personnel, de réflexion sur l'entreprise, des notes que je peux prendre suite à un podcast, justement. Des fois, quand j'écoute un podcast sympa dans la voiture le matin, s'il y a une ou deux idées que je trouve bien, paf, je vais les gratter sur mes carnets. Et donc, j'ai cette collection de petits carnets Moleskine, de couleur noire et bleue. Et je les remplis au fil de ma vie. Et bon, c'est intéressant parce qu'il y a des périodes très prolifiques où je vais remplir un carnet en 6 mois ou en un an. Et puis, j'ai certaines périodes, c'est intéressant quand je fais l'analyse a posteriori, que j'ai mis 3 ans à remplir parce que j'avais moins de choses à raconter à ce moment-là. Donc, je sais pas, je dois avoir 7 ou 8 carnets. Là, je dois être au tome 8 de ma collection Ouais. depuis 17 ans. Mais je note beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Et là aussi, c'est une source d'inspiration et de réflexion parce que je les relis très régulièrement. Et donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le carnet, au-delà du fait de d'écrire des choses qui peut servir de vidange mentale, comme on dit, c'est-à-dire que quand on a parfois des soucis, les écrire, ça permet de les évacuer d'une certaine façon, de les maturer, de les Mhm. décanter. Mais en plus de ça, je relis très régulièrement tous les carnets parce que j'y trouve des idées. Voilà, il y a 10 ans, j'avais peut-être eu une bonne idée. Et surtout, ce que je trouve très intéressant, et là, plus le temps passe et plus je trouve ça chouette, c'est ce que j'appelle, mais je sais qu'on avait déjà eu cette discussion une fois, prendre conscience de l'épaisseur du temps. Je me rends Ouais. compte à quel point, grâce à ces carnets qui maintenant s'accumulent, finalement, la vie est un éternel recommencement. Et je trouve ça intéressant, c'est que des problématiques qu'on a pu avoir il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, bah, finalement, sont toujours un peu les mêmes. Donc, quelque part, Mhm. c'est rassurant. Et quelque part, ça permet aussi de trouver des solutions à un souci du moment, parce que finalement, ce souci, il y a de fortes chances que sous une forme ou sous une autre, on l'ait déjà rencontré dans le passé et déjà Mhm. résolu. Et déjà résolu. Ouais, ouais. Donc, c'est ce qui permet de le résoudre à nouveau en étant à l'instant T la personne que l'on est face au défi qui, euh, qui se profile. Sur cette question de l'écriture, je vais gratter encore un petit peu parce que, au-delà des carnets secrets dont on attend évidemment la publication avec impatience, tu prends aussi régulièrement la parole sur LinkedIn. C'est quelque chose qui est important pour toi. Comment ça se passe et qu'est-ce que ça t'apporte ou Oui, alors j'essaye de le faire de plus en plus parce que là aussi ça prend quand même du temps hein, de raconter des choses Mm. intelligentes. J'ai construit aussi au fil du temps une forme de communauté de gens qui me suivent, à la fois parce que on a déjà travaillé ensemble, ce sont des anciens collègues, clients, prospects, etc. Mais aussi parce qu'ils sont contents que je puisse partager certains insights sur Mm. notre écosystème de la nutrition, que je puisse partager des réflexions aussi. Donc c'est ça que j'essaye de développer, c'est-à-dire ce côté prise de position d'expert sur tous les sujets en lien avec finalement l'activité de Nutrikeo, mais au fond en lien avec mes convictions, mon expertise et ce que j'ai envie de partager sur ces marchés de la nutrition, de la nutraceutique et du food qui évoluent beaucoup. Donc c'est ça que je fais. Enfin, en tout cas, c'est un des axes
que je développe sur mes publications LinkedIn, qu'elles soient sous forme d'articles ou de posts. Et puis après, ce que j'essaie de développer, mais de façon un peu plus récente, et c'est en lien aussi avec ce qu'on se disait précédemment, c'est des prises de position ou une envie de véhiculer des messages sur l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, ça me tient beaucoup à cœur parce que je pense que c'est vertueux pour plein de raisons, et on a besoin des entreprises, et on a besoin des entrepreneurs en France pour résoudre des problèmes, pour créer de la valeur, pour créer du lien social, pour plein de raisons. Et donc j'ai envie de prendre de plus en plus la parole là-dessus sur LinkedIn. Et puis le dernier point, et là aussi on l'a évoqué un petit peu, je trouve ça intéressant parce que je l'avais pas forcément fait il y a 10 ans ou il y a 15 ans, de faire la connexion avec cette approche plus personnelle des choses, le lien avec le sport, le lien avec l'ultra trail, qui je pense est là aussi inspirant et source de réflexion et de valeur pour les gens qui me suivent. Mais oui, tout à fait. Et sur la partie le partage de points de vue sur l'entrepreneuriat, mais t'es comme tous les invités que tu as reçus ici et donc dont tu fais partie maintenant en tant qu'entrepreneur. T'as parlé il y a pas très longtemps, je crois, sur ton profil d'un animal un peu particulier. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail? Je te laisse nous dire ce que alors c'est. Cet animal en particulier, c'est le castor. Voilà. Donc effectivement, c'est une nouvelle mascotte, on va dire, qui m'accompagne depuis quelques mois. En fait, l'idée du castor, c'était de pouvoir parler avec une image sympathique des entrepreneurs, mais surtout parler des entrepreneurs et surtout en parler de façon positive. En fait, je pense que là encore, je suis le porte-parole de personne, je représente aucun mouvement ni politique ni justement entrepreneurial, même si je suis impliqué dans certaines associations par ailleurs, mais c'est vraiment une prise de parole complètement personnelle. Et l'idée, c'est de dire les entrepreneurs, ils portent l'économie à bout de bras, surtout en ce moment où c'est quand même un peu tendu dans plein de secteurs. Ils font beaucoup de choses, ils se lèvent tôt, ils dorment pas bien, ils ont des soucis, ils payent des impôts, ils font plein de choses, ils essaient de trouver des solutions à des problèmes, parfois même des problèmes, mais même souvent des problèmes vitaux dans la santé, dans la médecine, la nutrition, c'est très important, donc on est content d'entreprendre dans ce secteur-là. Enfin, voilà, donc globalement, ils font plein de choses cool. Et en même temps, au mieux, on parle pas d'eux et on n'a pas de reconnaissance. Au pire, on leur tape dessus avec certains responsables politiques qui utilisent même des termes comme parasite ou pleurnicheur. Donc, c'est cette espèce de dissonance entre la réalité de la vie des entrepreneurs qui franchement se donnent corps et âme pour leurs entreprises, pour leurs équipes, pour leurs clients, pour la société, et l'image qu'on en véhicule par ailleurs dans les médias, dans les hautes sphères politiques, etc. Et je trouve qu'il y a une espèce de décalage qui est très français, il faut le dire, en tout cas qui est exacerbé en France, où l'entrepreneur par défaut, alors je vais faire un espèce de raccourci un peu caricatural, mais par défaut l'entrepreneur, on a des soupçons sur lui, quoi. C'est que si ça marche bien et qu'il réussit, c'est que il a exploité des gens ou il a piqué dans la caisse. Et si ça marche pas bien, il l'a bien mérité. Et puis c'est qu'il devait pas être très compétent et tant pis pour lui. Donc là aussi, je pense qu'il y a plein de caricatures, il y a plein d'images d'Épinal qui circulent sur les entreprises, sur les entrepreneurs, plein d'amalgames aussi. C'est-à-dire que la dérive, elle est vite faite entre entrepreneur, patron, grand patron du CAC 40, et donc on mélange tout, et on pense que tous les entrepreneurs de France ont des salaires à 8 chiffres et voilà, alors que c'est pas du tout ça. Je pense que c'est l'inverse, c'est 95% des entrepreneurs de France sont des patrons de PME, de TPE, les ont souvent créés eux-mêmes, donc ça veut dire que c'est aussi leur patrimoine familial, c'est leur argent personnel qu'ils mettent sur la table tous les jours. C'est une prise de risque qui est juste incroyable, et que au final cette prise de risque, elle est assez peu valorisée, assez peu reconnue, et je trouve ça dommage. Et voilà, c'était ça un petit peu la pirouette du castor, elle est là, c'était de trouver un animal qui symbolise bien toute cette famille d'entrepreneurs qu'on n'entend pas beaucoup,
qui est très besogneuse, qui travaille dans son coin et qui pour autant a une utilité, en l'occurrence avec le castor, une utilité sociale, écosystémique, environnementale, qui est majeure. Et donc l'idée, c'est de se dire, on va faire sortir un petit peu le castor de son barrage. C'est vrai que les entrepreneurs, ils descendent jamais dans la rue ou très très rarement. Mais là, pour une fois, ils vont prendre un petit peu la parole et peut-être que le castor et peut-être que LinkedIn, c'est une bonne façon de le faire. Donc voilà, c'est une espèce de mouvement que j'ai autoproclamé et auto-lancé il y a quelques mois. Ouais, t'as mis le castor au milieu du village, quoi. Exactement, parce qu'il le vaut bien. Bon, on arrive déjà, et c'est passé hyper vite vers la fin de cet épisode inédit du podcast. Donc, pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce castor sur LinkedIn, sur le profil de Grégory. Et Grégory, c'est l'heure d'une question à laquelle tu t'attends, mais alors vraiment sûrement pas. Alors, je blague évidemment, puisque c'est ta question signature du podcast. Je la rappelle, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Qu'est-ce que toi, tu as fait d'impossible? Ah tellement de choses. Je crois que vois, à ma chaque vie est fois, faite les invités, d'impossibles. ils sèchent. Ouais, non, mais bien sûr que j'avais réfléchi à cette question puisque je l'ai déjà posée 50 fois avant et que pour la petite histoire, on en a fait une question dans le podcast et c'est la question signature. C'est aussi et avant tout une citation qui est gravée, alors c'est pas du marbre, mais sur les murs de Nutrikeo. Donc à l'agence, cette citation est très importante parce que j'ai toujours voulu insuffler aussi cette énergie-là à l'ensemble de l'entreprise. Et avant d'être sur les murs de Nutrikeo, c'était une devise personnelle. Donc moi, je suis très attaché. Pour deux raisons, parce qu'en fait, il y a je vais faire une explication de texte de comptoir, mais il y a une double lecture que vous avez tous compris dans la question et dans la citation, c'est de se dire, ils ne savaient pas que c'était impossible, et alors ils l'ont fait. Donc ils l'ont fait. Si on commence par la fin, c'est tout est possible. Donc il y a rien d'impossible et on peut tout réaliser. Mais, et c'est là la première moitié que je trouve très intéressante parce que je pense qu'elle me parle beaucoup, pour pouvoir faire l'impossible, il faut avoir cette petite partie d'inconscience ou de non-conscience, voire de folie, qui est de se dire, des fois, faut pas tout comprendre, tout maîtriser sur un sujet, parce que c'est justement en n'ayant pas tous les tenants, les aboutissants, et en fonçant peut-être un peu tête baissée sur certains sujets, que on est capable de dépasser et de faire l'impossible. Donc voilà, cette explication de texte étant faite, moi ce que j'ai fait d'impossible, si je le prends même si je crois que la vie d'entrepreneuriat, elle est faite de dépassement permanent et de faire des trucs dont on pensait pas que c'était possible, de façon très très macro, je pense que c'est créer puis développer et arriver à un groupe d'une 50aine de personnes telles que les Nutrikeo et Protein XTC en partant de rien, parce que en 2009, moi j'étais tout seul, je suis parti avec mes bonnes idées et puis mon sourire, et puis je suis allé voir des prospects avec une idée d'offre et d'accompagnement à proposer, mais je suis vraiment parti de rien. Donc avoir réussi ça from scratch, et je dirais même en étant parti de mon petit village de campagne dans l'Aube en Champagne, pour ceux qui connaissent, ça c'était pas possible en fait. En tout cas, rien n'était écrit pour que ça se passe comme ça. Lorsque j'ai commencé à courir à 14 ans dans mon village, si on m'avait dit dans 30-40 ans, tu auras créé et tu dirigeras une boîte de 50 personnes qui en plus prendra la parole et accompagnera les plus grands acteurs de l'alimentaire, de la santé, sur des sujets vraiment qui ont de l'impact sur la vie des gens, donc potentiellement de l'impact sur des millions de personnes derrière positivement, avec des niveaux d'interlocuteurs quand même assez stratégiques, assez élevés dans ces entreprises-là. Ça très clairement, c'était impossible, c'était pas du tout écrit. Voilà. Donc c'est le fait de suivre, je pense, une conviction, un cap, une envie de
de déployer cette arme de régénération massive, comme je l'appelle des fois, qu'est la nutrition, au service de tout le monde, hein, de tous les acteurs, de tous les industriels, et puis au final des gens, des consommateurs et de toutes les populations. Je pense que c'est suivre ce cap avec un brin de folie, un brin de beaucoup même de résilience et beaucoup de travail. Ça, je pense que c'est ça qui a rendu tout ça possible. Moi, je me permets de te dire que c'est une excellente conclusion. Donc, merci beaucoup, Grégory. Je te rends le micro pour les prochains épisodes qui vont être au top, évidemment. Un grand merci à Mélanie Laveiss, mon acolyte sur la préparation de tous les épisodes du podcast, et à Fabien Doulu aussi, qui est au son et au montage. Je rappelle aux auditeurs que tous les épisodes sont disponibles sur leur plateforme d'écoute préférée. Souvenez-vous, c'est le podcast Culture Nutrition. Merci beaucoup, Grégory. Merci, Béatrice. C'était super d'être de ce côté-ci pour une fois. C'était super cool pour nous aussi, nous au nom de l'équipe qui bosse sur le podcast. Donc voilà, je pense que celui-ci pour nous, on est un peu perso, va rester dans les mémoires particulièrement. On l'espère. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. À bientôt.